Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va vous raconter une histoire incroyable. C'est une trahison familiale qui mélange appât du gain, faux peintre, peine de prison. Une histoire dont le point de départ est un peintre mondialement célèbre, mais je vous en dis pas plus. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Éric Alphen. Bonsoir. Magistrat. Ancien juge anticorruption, on se souvient des affaires célèbres que vous avez instruites, les HLM de Paris et des Hauts-de-Seine. Mais aujourd'hui, c'est l'auteur qu'on reçoit. On vous connaît comme auteur de polar. Mais ce soir, c'est pas totalement ça, puisque l'histoire que vous allez nous raconter, eh bien, elle est complètement, absolument vraie. Ça s'est passé. Ça s'appelle Le faussaire de la famille. Enquête sur l'affaire des faux Millet. C'est votre dernier livre qui vient de paraître chez Buchet-Chastel. Voilà, on voit la couverture à l'écran. C'est une histoire qui mêle police, enquête judiciaire, littérature, peinture, imposture. En fait, elle était faite pour vous, cette histoire. C'est tout ce qui vous passionne. C'est ça qui m'a intéressé. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, avec tous les malheurs qui nous tombent dessus, on a besoin un peu de se détendre de temps en temps et on a besoin de beau, d'art, et c'est pour ça que de plus en plus j'ai regardé tout ce qui se vendait comme tableau et je me suis intéressé à l'art. Et un peu par hasard, je suis tombé sur un marchand anglais sur eBay, pour ne pas citer le site, qui vendait... Oui, c'est votre addiction à ces sites de vente sur Internet qui, comme beaucoup de gens en fait, plonge dans cette enquête. Absolument. Et il vendait un très beau dessin, une bergère, qu'il attribuait à Jean-François Millet. J'ai regardé un peu. Du 19e siècle, qu'on surnomme d'ailleurs le peintre du monde rural, le peintre des paysans. Qui est le créateur de ce qu'on a appelé l'école de Barbizon. C'est l'école du 19e, du paysage. Et pour lui, surtout des gens un peu modestes, des paysans et des modes de vie, etc., très renfermés, de la réclusion finalement. Et donc j'ai vu ce dessin avec au verso un mot disant « Je, Souchinier, certifie que ce dessin est bien de la main de mon père », disait le scripteur, Jean-François Millet. Et puis il y avait un prénom Charles, j'ai regardé un peu. En Charles Millet, j'ai trouvé juste un architecte, mais en revanche, j'ai trouvé son fils Jean-Charles Millet, donc le petit-fils du grand peintre. Et je suis tombé là, à ce moment-là, sur le fait qu'il avait été condamné pour des faux Millets. Et donc, de tomber là-dessus, de découvrir cela, fait que d'abord, vous n'allez pas acheter ce dessin. Oui, et je le regrette parce que ce dessin, j'y pense encore. Même en tant que plagiat, même en tant que faux. Parce que c'est vrai qu'au-delà du fait qu'il était peut-être pas authentique, il était beau. C'était un dessin émouvant avec une jolie bergère. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. C'est au-delà de l'histoire, c'est une certaine réflexion sur le vrai, le faux. Qu'est-ce qui finalement il est important? Est-ce que c'est l'émotion que déclenche une œuvre chez le spectateur ou est-ce que c'est la signature? Parce que vous allez découvrir que ce n'est pas le seul faux réalisé par le petit-fils de ce grand peintre, donc le peintre Jean-François Millet, dont on a vu les glaneuses, il y a aussi l'Angélus qui sont exposés au musée d'Orsay aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que son petit-fils, qui s'appelle Jean-Charles Millet, va produire plusieurs centaines, 200 je crois, faux. Alors avec une technique particulière, parce qu'elle est assez diabolique, il ne s'agit pas de recopier totalement des tableaux, mais plutôt d'imiter le style en apposant donc ce fameux cachet, le fameux JFM, qui certifiait l'œuvre. L'œuvre. En fait, Jean-Charles Millet était lui-même peintre, mais peintre sans doute pas assez talentueux pour son goût. Vous dites un bon à rien de Dieu, un demi-dieu, voilà. Un peintre raté. Mais en fait, on parle souvent des fils et des filles d'eux, et c'est vrai que dans certains domaines, évidemment, ça peut aider. En revanche, dans le domaine artistique, peut-être que ça nuit, parce que dès qu'on fait quelque chose, on vous balance tout le temps le grand-père qui était meilleur, le grand-père qui avait plus de succès, etc. Et je pense que Jean-Charles Millet, en fait, a été frustré. Il aurait voulu peindre aussi bien que son grand-père. Il aurait voulu être un grand peintre. Et il n'a été qu'un médiocre faussaire, si je puis dire, puisque, donc, à un moment, il s'est dit je vais faire des faux Millets. Il a d'abord fait des dessins dans le genre de ceux de son grand-père, d'où celui peut-être sur lequel j'étais tombé, la bergère. Et puis après, il s'est dit les dessins, ça ne suffit pas, donc je vais faire des tableaux. Mais il a essayé lui-même de faire des tableaux. Il n'a pas réussi et donc il a recruté des gens. Donc d'abord il a recruté celui qu'il a appelé le Mozart du faussaire, c'est-à-dire Paul Cazot, qui était un peintre lui aussi, avec lequel ils ont décidé tous les deux de l'œuvre qu'ils allaient créer. Ouais.
Et puis, c'est devenu son complice, c'est lui qui peignait, en dehors de ses heures de travail, le soir, la nuit, qui peignait des tableaux qu'ils allaient ensuite revendre. Voilà. En fait, tous les deux se sont imprégnés, certes, de l'œuvre de Jean-François Millet, mais aussi de la personnalité de Jean-François Millet. C'est pour ça que moi aussi, dans le livre, j'ai voulu reparler de Jean-François Millet. Le peintre. Le peintre, qui est, selon moi, le moins connu des peintres célèbres. On connaît de lui, effectivement, l'Angélus, les Glaneuses, mais il a fait une œuvre tout à fait riche, tout à fait intéressante, et notamment ses dessins, je trouve, sont somptueux. Et malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez connu. J'ai parlé à beaucoup de gens de Jean-François Millet, et finalement, les gens disent un peu, connaissent vaguement le nom, mais ils n'en connaissent pas plus. Justement, puisque, bon, je vais divulgacher la fin de l'histoire, mais le petit-fils, Jean-Charles Millet, se fait prendre la main dans le sac, si j'ose dire, à un moment donné, au bout de 7 ans, à cause d'un tableau qui s'appelle le Vanneur au bonnet rouge qu'il essaye de vendre, alors que ce tableau, le vrai, pour le coup, avait brûlé. Et au moment de se défendre lors de son procès, il va sur le terrain de la défense familiale en disant « mais finalement j'ai voulu rendre hommage à mon grand-père qui n'avait pas été suffisamment reconnu, son talent n'avait pas été suffisamment reconnu ». Est-ce que c'était honnête et sincère? Alors en fait, au-delà de l'histoire de Faux qui est vraiment passionnante dans tous ces stades, puisque même le policier qui intervient, c'est un policier connu, celui qui a créé les Brigades du Tigre, celui qui a donc servi de modèle aussi à Simon pour créer le personnage de Maigret. Mais donc au-delà de cette histoire-là de faussaire, ce qui m'a intéressé, c'est les histoires humaines. Oui. Et notamment la confrontation des caractères entre Jean-François, le taciturne, l'austère, l'immobile, celui qui reste tout le temps dans sa maison de Barbizon et qui a même peur de se promener en forêt. Et puis de l'autre côté, Jean-Charles, qui est le petit-fils, qui est un espèce de hableur, débonnaire, ironique, plein d'autodérision. Et ce qui m'a intéressé pour répondre à votre question, c'est quasiment la trajectoire de loser. En fait, il y a quelque chose de suicidaire dans tout faussaire, parce qu'on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on va se faire arrêter. Et donc, on y va quand même le cœur léger, mais on sait très bien que ça se terminera mal, et c'est le cas pour Jean-Charles. Et donc, il y a à la fois la volonté de venger le grand-père qui n'a pas été assez aimé par les marchands d'art, par les experts, et il est mort dans la misère. Et donc, quelque part, il y a la volonté de se moquer aussi de ces marchands d'art et ces experts qui se sont fait tromper par Jean-Charles Millet et son complice Cazot. Mais il y a aussi quelque part, je pense, pour lui, la volonté de se venger lui-même de son grand-père, qui finalement l'a peut-être, par sa réputation, empêché d'être le grand peintre qu'il aurait pu être. Est-ce que les arnaques familiales dans le milieu artistique, c'est si rare que cela ? J'en ai pas vu beaucoup, et c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est qu'on voit assez souvent des histoires de faussaires qui sont très bien faites, qui sont très construites, c'est une stratégie d'être faussaire, mais des histoires familiales avec le petit-fils qui se permet finalement quelque part de se moquer de son grand-père ou de son aïeul, c'est assez rare. Peut-être l'objet de prochaines enquêtes. Voilà, peut-être. Une inspiration pour un prochain polar. Et surtout, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le regard qu'on porte maintenant sur la justice des années 30, qui est beaucoup plus débonnaire que maintenant. Et par exemple, à un moment, pendant la garde à vue, les policiers vont au restaurant avec Jean-Charles Millet. Je ne suis pas sûr que ça se passerait encore aujourd'hui. Certainement pas. Merci Éric Alphen. C'est moi. Le faussaire de la famille, l'Angélus, les Glaneuses, enquête sur l'affaire des faux Millet et pas des faux billets. C'est chez Buchet-Chastel. Merci à vous. C'est moi. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas également à continuer de faire vos dons en faveur du peuple ukrainien puisque France Télévisions continue à se mobiliser. Je vous le rappelle, vous pouvez envoyer le mot don au 92 200. Bonne émission à vous.